Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine dans le monde et on va commencer avec Laure Simoès. Vous allez nous montrer justement comment les dessinateurs ont illustré cette histoire à la John le Carré qui touche la Maison Blanche. Ben, ils se régalent avec Trump de toute façon, ils se régalent les dessinateurs. On commence par ce dessin de Nicolas Vado, dessinateur belge pour Le Vif. L'enquête avance et puis on voit effectivement ces poupées russes qui sont décidément sans fin avec en dessous le petit détail et les petites mouches qu'il faut là où il faut. Molina, dessinateur du Nicaragua, on voit que le like de Facebook se transforme en toc russe et puis on reconnaît le profil de Vladimir Poutine. Tout est dit, d'autant qu'on sait que l'enquête a aussi révélé des tentatives de manipulation donc de l'opinion publique via Internet et les réseaux sociaux et que d'ailleurs les responsables de Google, Facebook et Twitter ont été interrogés cette semaine. Un autre dessin très très drôle de Maureen, dessinateur des États-Unis. Les enquêteurs qui sont postés donc devant la porte du bureau de la Maison Blanche, on voit un Trump qui dit niet, 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 tout en colère, et puis ces deux enquêteurs qui à l'oreillette disent pas de panique, c'est juste le président qui crie encore devant les infos à propos des soupçons de collision entre Trump et la Russie. C'est pas qu'un Russe soit parmi nous encore, mais enfin bon, voilà, très très savoureux. Ce dessin aussi de Delambre pour le canard enchaîné qui est très rigolo lui aussi, le directeur de campagne de Trump inculpé. Je me demande si mon principal défaut, c'est pas d'être très mal entouré. Mais oui, c'est vrai, il fallait peut-être y penser. Il fallait peut-être y penser. Mais bien sûr, mieux. Ce n'était peut-être que ça. Mais bon, à force de virer l'entourage, il finira par être... voilà, et puis pour terminer, ce dessin de Chapat, dessinateur suisse pour The New York Times, excellent aussi. Il faut d'abord admirer les lèvres, la bouche et puis la main qui ponctue. La mèche, elle devient presque, la mèche de Trump, elle devient presque secondaire avec sa bouche et puis sa position de main si caractéristique. La Russie, si vous m'écoutez, j'espère que vous trouverez bientôt des saletés à dire sur Robert Mueller. Bon, on le disait que peut-être une fois, mais pas deux. Mais voilà, tout est ici résumé dans l'attitude assez fantasque de... Voilà, il a dit pour l'instant qu'il ne virerait pas Robert Mueller, donc mais le fameux procureur spécial. Mais on verra ce qui va se passer. Et on va passer à une autre nouvelle en une cette semaine. Abdelkader Mera, qui a été déclaré coupable d'association de malfaiteurs terroristes, mais pas de complicité d'assassinat dans les tueries commises par son frère, Mohamed Mera, en 2012. C'est le verdict de la cour d'assises de Paris. Abdelkader Mera est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Feta Malki a été, quant à lui, condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Il est coupable donc d'avoir fourni à Mohamed Mera un gilet pare-balles et un pistolet mitrailleur. Le parquet fait appel. Les victimes sont déçues. Bien sûr, l'avocat d'Abdelkader Mera est au contraire satisfait. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'on est trop naïf et qu'on doit ouvrir les yeux. Et c'est pas ça que j'attendais. Mais moi, je vais rester debout dans ce combat pour aider cette jeunesse qui tombe dans cette secte dangereuse. Et j'espère que Mohamed Marrah est dans les mains de Dieu, que Dieu le jugera. Mais Abdelkader Marrah, j'espère qu'il sera jugé. Et tous les soirs, et toutes les nuits qu'il dort, il pense à toute cette famille, toute cette souffrance. J'ai une pensée pour le désarroi et le chagrin des victimes, injustement confrontées à un faux coupable que l'on a fabriqué pour étancher leur soif de justice. Les juges, et c'est leur honneur, ont résisté à la pression de l'opinion publique. Bon, on voit bien d'un côté l'avocat de la défense qui se félicite de la décision, de l'autre, au contraire, des victimes extrêmement déçues. On est trop naïf en France. Jean-Sébastien Ferjou, que pensez-vous de ce verdict ? Je pense qu'il est important dans une démocratie de rester attaché au respect du droit et que si les éléments en droit justifiaient, enfin s'il y avait une absence de preuves sur le point de la complicité d'assassinat, alors le verdict est justifié. Après, je n'ai pas assisté au procès. J'entendais évidemment un certain nombre de gens en parler. Je voyais notamment Philippe Bilger qui, lui, a relu tous les attendus et qui considère que la décision est équilibrée. Qu'elle soit déplaisante pour d'autres raisons,
bien sûr, que ce procès a été utilisé comme une tribune par la famille Merat pour remettre en cause la France, d'ailleurs sa justice, pour remettre en cause les valeurs françaises. Bien sûr que tout ça est épouvantable, et encore plus quand on pense à la douleur des familles des victimes. Maintenant, encore une fois, la grandeur d'une démocratie, c'est malgré tout de faire respecter le droit. Pour le coup, l'association terroriste, il a été condamné pour ça. S'il y a matière à faire appel, comme le parquet l'a décidé, parfait, un autre procès le décidera, mais je pense qu'il faut se garder de mettre trop de passion. Il ne s'agit pas de dire qu'on n'a pas le droit de commenter des décisions de justice, à moins de faire partie du gouvernement, on a parfaitement le droit, mais en l'espèce, je pense qu'il faut se garder de mettre trop de passion là-dedans. Marc Semo. Une chose m'a frappé, qui était ce que notait le chroniqueur judiciaire du Monde, c'était quand même le sourire d'Abdelkader Merat au moment du verdict. C'est-à-dire cet homme qui est resté de glace pendant tout le procès, à ce moment-là, a souri. Parce qu'effectivement, il échappe à perpétuité. Il n'y a pas la complicité. Et ce sourire était quand même quelque chose de très signifiant. Ensuite, je suis entièrement d'accord avec vous, bon, voilà, la Cour a dit le droit. Effectivement, s'il n'y avait pas les preuves qui montraient la complicité, il ne pouvait pas faire autre chose. Hein, c'était un verdict qui ne pouvait être, c'était impossible d'imaginer qu'il ne soit pas condamné, vu que quand même, Merat, ça avait été le début de cette vague d'attentats terroristes, son frère, qui avait ensanglanté la France. Par ailleurs, on ne pouvait pas effectivement condamner quelqu'un s'il n'y avait pas les preuves très précises sur la complicité. L'association de malfaiteurs à fin terroriste, avec tout ce que ça implique, parce qu'effectivement, le frère avait été le mentor, voilà, et représente justement ce verdict équilibré. Mais quand même, on ne peut pas oublier, je pense, ce sourire. Ziad. Non, mais c'est très difficile. Vous l'avez dit tous les deux, c'est à la fois une tragédie humaine, et donc forcément, il y a une énorme pression, passion. On peut pas s'extraire de la douleur des victimes, et donc on a un petit peu tendance à vouloir que la justice puisse, d'une manière magique, résorber cette douleur par des décisions qui seraient comme ce qui permettrait d'éteindre cette douleur. Mais la réalité, c'est qu'il faut dire le droit. Mais il y aura un deuxième procès, donc on verra s'il y a des éléments à charge nouveaux. Et puis de toute façon, il va falloir, comme tu disais tout à l'heure, la résilience. Il pourrait y avoir des éléments à charge nouveaux dans le nouveau procès. Je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une enquête, mais surtout, on va vivre aussi, malheureusement, avec la justice et le terrorisme. C'est-à-dire qu'il y a des cas absolument tragiques comme celui-là, mais il y a le cas des gens qui vont revenir. Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir? Qu'est-ce qu'on va décider? Est-ce qu'on va les condamner? Est-ce qu'on ne va pas les condamner? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai vu le témoignage de cette Française en Syrie qui demande à revenir parce qu'elle est française. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire des enfants? Qu'est-ce qu'on va faire des combattants qu'on va récupérer? Sur quel territoire judiciaire Donc tout ça, le droit va être soumis à l'épreuve du terrorisme pour des années à venir. Quand on voit le débat aux États-Unis, on en revient à ce dont on en revient au débat américain. Est-ce que nous sommes en guerre ou pas? Est-ce que oui ou non, on se décide à appliquer une législation de guerre? On n'a pas parlé cette semaine de la fin de l'état d'urgence. On en parle tout à l'heure. Mais on peut en parler maintenant. La transition est toute faite. On voit bien à quel point. On passe à un régime ordinaire. Il y a une nouvelle loi, une loi donc antiterroriste, qui prend la place de l'état d'urgence depuis donc quelques jours. Et qui intègre beaucoup les éléments de l'état d'urgence. Et qui intègre beaucoup les éléments de Mais qui pose d'ailleurs juridiquement problème, parce que l'état d'urgence, par définition, c'est un état de crise. Donc cette disposition était prévue pour un état de crise. Là, de fait, on rentre dans un dispositif permanent. Remet un peu le juge quand même. Oui, parce qu'il remet un peu le juge dans le juge judiciaire. Mais encore une fois, on est quand même en démocratie, donc c'est extrêmement compliqué ces discussions. Si vous faites un sondage aujourd'hui pour dire qu'est-ce que vous voulez, mais les gens vont vous dire nous on veut être en sécurité. Et s'il faut un appareil juridique qui nous protège, faites-le. Et donc, c'est très compliqué. Ils faisaient confiance à l'état d'urgence, d'ailleurs, la majorité des Français, d'après les derniers sondages. Parce que l'état d'urgence est devenu synonyme de mobilisation des permanente des terrorisme. Il y a deux réalités qui coexistent. Il y a une réalité juridique et puis il y a une réalité des moyens qui est perçue dans l'imaginaire collectif. Et dans l'imaginaire collectif, état d'urgence signifie mobilisation contre le terrorisme. Donc forcément, si on vous dit « Ah bah tiens, on va être un peu moins mobilisé », vous n'avez pas acquiescé. Après, quand on regarde le détail, non, cette réalité juridique-là, pour le coup, en plus, dans la loi, comme vous le disiez, un certain nombre d'éléments ont été repris. Il n'y a pas de démobilisation contre l'effort terroriste. Surtout, le problème, c'est que la plupart des experts, eux, à commencer par le juge Trévidic, il connaît quand même bien le dossier, ont été toujours très perplexes. Mais il y a eu un rapport d'enquête parlementaire sur l'état d'urgence. C'est-à-dire que l'état d'urgence était justifié et tout à fait efficace pendant les 15 premiers jours, le premier mois,
parce qu'effectivement, ça permettait Et les perquisitions ont eu lieu dans les 6 mois qui ont suivi l'attaque. Ensuite, ça ne servait plus à grand-chose, parce que ceux qui avaient des choses chez eux, ils avaient largement eu le temps de les cacher ailleurs. Laure Simoes, les illustrateurs se sont-ils penchés sur ce procès d'Abdelkader Mera? Oui, on commence par ce dessin de Delambre, dessinateur français, toujours pour le Canard enchaîné. On voit le portrait sans merci de celui qu'on appelle Acquittator, Dupond-Moretti, et qui a accepté ici de se faire l'avocat du diable, le procès Mera, l'avocat du diable. On a perdu une bataille, pas la guerre, comme dirait le général de Gaulle. Un autre dessinateur de Plantu qui interroge, puisqu'il mêle à la fois la réforme scolaire, qui est un contexte de rentrée avec le procès Mera, pour interroger sur les dégâts qu'il pourra causer auprès, une fois détenu à la prison. Vos élèves vous attendent. C'est dur, c'est très dur. Un dessin de Pascal Gros pour Ciné Mensuel sur justement la fin d'état d'urgence et la loi antiterroriste. Excellent dessin qui montre tout le paradoxe. L'état d'urgence est terminé, dit le haut-parleur. Couvre-feu à 19h, retournez dans vos baraquements. Et on voit effectivement là les mines un peu désabusées des Français. Et enfin, ce dessin de Millon, dessinateur français pour Millon Cartoons, assez croustillant, qui montre ce que va être le métier de dessinateur de presse sous la loi antiterroriste. Nouvelle loi antiterroriste. Police, vous avez cliqué sur le site de Daesh. Et puis on a le petit dessinateur qui est sur sa table de dessin qui dit « Mais je voulais pas me planter sur le drapeau, je voulais juste voir le drapeau de plus près sur Internet pour savoir comment bien le dessiner. » Voilà. Le gouvernement a tout de même du mal à convaincre sur cette loi antiterroriste. Encore une fois... Elle est passée largement à l'Assemblée et au Sénat, encore mais... une fois, je pense qu'il y aurait... Il n'y a pas un véritable débat de fond, parce que l'opinion publique pense que c'est nécessaire. Après... On est aussi dans un pays qui est très attaché malgré tout aux valeurs et donc il y a des limites qui sont difficilement franchissables, mais on ne les a pas atteintes. Visiblement, on est surtout dans un pays qui est très attaché au débat et à la polémique. Et on peut discuter à l'infini. Il était très politisé ce débat en l'occurrence. Non mais bien sûr, et à juste titre, c'est un débat éminemment politique. Après, il y a politique avec un petit p et politique avec un grand P. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut discuter des valeurs à l'infini et des atteintes ou pas à l'état de droit, mais on ne discute jamais, et le Parlement se met encore moins en situation de contrôle. À un moment, on l'a vu, des législations de cet ordre-là, ça a été le cas aux États-Unis, les législations antiterroristes ont bien souvent été utilisées pour d'autres buts que la lutte contre le terrorisme, pour la lutte contre la fraude fiscale, pour la lutte contre les trafics de drogue. Il faut un contrôle. Quand on est dans ce genre de période historique, il faut une culture du contrôle. Le problème de la France, c'est qu'on est toujours très bon pour voter des lois et on est toujours beaucoup moins bon pour, notamment parce que c'est le rôle du Parlement, pour contrôler la manière dont sont appliquées ces lois. Et notre problème aujourd'hui, c'est de vérifier que ces lois-là, qui effectivement peuvent être attentatoires à un certain nombre de libertés, eh bien, elles soient contrôlées, qu'on en contrôle l'application et que ça ne soit pas que pour la galerie, parce que ils veulent faire une évaluation d'ici 2 ans. Un point quand même à rappeler, c'est que la France n'a pas été le seul pays touché par le terrorisme, même si en Europe ça a été le pays le plus touché, ça a été la seule à proclamer l'état d'urgence. Ça n'a pas été fait en Allemagne, ça n'a pas été fait en Grande-Bretagne, etc. Ce qui n'existe pas forcément d'ailleurs dans non, mais absolument. Non, mais il y a eu... Même en Espagne, ça existe après les grands attentats. Il y a plus longtemps. Non, mais bien sûr, parce que c'était un symbole politique, c'était la réponse de François Hollande. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans la mesure où c'est devenu un synonyme pour dire mobilisation. Voilà. Cette semaine, bien sûr, en une, la crise catalane et ses derniers rebondissements. La justice espagnole va demander à la Belgique, tout simplement, de lui livrer Carles Puigdemont, le chef du gouvernement catalan déchu. 8 membres du gouvernement catalan déchu sont actuellement en prison. Ils ont été incarcérés. Il y a des manifestants en ce moment même devant le Parlement de Catalogne qui sont mobilisés parce qu'ils demandent la libération de ces ministres. Ils trouvent que ça va beaucoup trop loin. Il y a même eu des protestations des manifestants de part et d'autre de la frontière franco-espagnole ce matin. Ziad Liman, Carles Puigdemont devrait-il quitter la Belgique, ainsi que finalement les 4 ministres qui l'accompagnent? Je ne sais pas, mais en tous les cas, s'il y a un mandat qui est émis, les Belges, ça va devenir une histoire belge. Parce que... C'est un peu déjà une histoire belge. Oui, non, parce que c'est les règles de l'Union, les mandats, il faut les appliquer, donc ils seront obligés de le donner. Mais moi, je pense... c'est quand même une histoire de dingue.
Parce qu'il y a quand même une logique, encore une fois, on a beaucoup utilisé le mot logique ce soir. Il y a quand même une logique derrière cette justice espagnole. Elle n'est pas juste irréaliste, shootée aux enfêtes. Elle applique des textes, la Constitution. Le fameux article 155. Non, la justice. Ah oui, la justice, mais vous êtes mis hors la loi, vous avez dépensé de l'argent que vous n'auriez pas dû. Donc il y a toute une espèce de machinerie juridique dont on sent bien qu'elle est totalement contre-productive, etc. Mais ce n'est pas illégal. Donc, elle fonctionne de cette manière-là. Ce qu'il faudrait, c'est des hommes politiques, encore une fois, qui arrêtent ces deux trains qui sont partis dans le décor. Je trouve personnellement que l'exfiltration de Carlos Puigdemont, j'arrête toujours un peu de mal à dire son nom, à Bruxelles, avait quelque chose d'un petit peu pathétique. Moi, je serais un chef indépendantiste. Une indépendantiste ici m'a dit que c'était pour protéger les Catalans indépendantistes. Elle justifiait en fait sa fuite. On tient là. Enfin, je sais pas. Je trouve que franchement, il y avait un ministre catalan tout à l'heure qui était sorti de prison qui disait il faut remettre du politique dans ce débat. Et je pense pas que cette crise se résoudra uniquement par des moyens institutionnels. Il faut qu'elle se résolve par des moyens politiques. Alors il y a des élections. Il y a les élections du 21 décembre. Mais si on met tout le monde en prison et qu'ils peuvent pas se présenter au 21 décembre, la question qu'on peut quand même se poser, c'est pourquoi la justice a pris une telle décision. Elle reste indépendante, mais voilà. Mais vous voulez dire sur l'incarcération ? Où il y avait, justement, de l'incarcération, au moment où il y avait cette débandade des leaders indépendantistes, avec Puigdemont qui part à Bruxelles, c'était pas très brillant, ça fait un peu pathétique, je ne reste pas, j'ai peur de l'arrestation, enfin, etc. Bon, il y avait vraiment un moment où ça avait basculé, où tout le monde disait Mariano Rajoy, finalement, avec une attitude ferme, a repris la main. Et là, on est entre la justice espagnole, alors qui effectivement devrait théoriquement agir en toute indépendance, applique la loi de façon littérale et nourrit de nouveau oui, tout à fait. Le mouvement indépendantiste. Dans les sondages, c'était au coude à coude. Beaucoup de gens pensaient qu'après quand même cette débandade, une indépendance pas préparée, etc., globalement, les élections allaient enregistrer la défaite du camp indépendantiste. Et là, on est en train de leur offrir sur un plateau ce que eux espéraient, c'est-à-dire, voilà, on est martyrs, on a été arrêtés. Alors ils disent que c'est pour éviter la fuite des ministres. Dans toute l'Europe, on voit les Écossais qui disent c'est scandaleux ce qui s'est passé, les Flamands en Belgique qui disent quand même ce sont des dirigeants élus démocratiquement, on ne peut pas les arrêter. Donc on ne comprend pas la logique de cette décision judiciaire. Eux disent que c'est pour éviter qu'ils s'enfuient. Les ministres. Oui, alors ils s'enfuiraient, ils iraient se réfugier quelque part. Bon. Quand bien même ils seraient jetés en prison ou dissous dans l'acide, la question disparaîtrait pas demain. Moi, je pense qu'il y a une autre défaite qui a été enregistrée par Madrid. C'est-à-dire ils ont gagné, effectivement, ils ont repris la main sur l'autonomie catalane, IGA, la région en direct, sauf que la justice leur a empêché de reprendre la main sur l'enseignement et sur les médias. Et comme la crise est beaucoup née de ça, parce qu'il faut voir ce qu'a été l'embrigadement, ça y allait très très vite le mouvement indépendantiste catalan. C'est pas un mouvement qui existe depuis des dizaines d'années. Il n'est pas aussi enraciné que l'était, par exemple, le mouvement basque par ailleurs. Il existait, il y avait un sentiment catalan qui existait, mais qui était plus diffus. Là, quand vous regardez dans les écoles en Catalogne, y compris pour des gens qui ne sont eux-mêmes pas d'origine catalane, parce qu'en Catalogne, il y a quand même beaucoup d'Espagnols qui sont venus d'autres régions de l'Espagne pour travailler, parce que c'était une région qui était une forte puissance industrielle. Et donc là, de toute façon, on le voit bien, dans les guerres actuelles, c'est plus tellement la police, l'armée qui permet de gagner. On en parlait tout à l'heure avec Donald Trump. C'est Facebook, c'est la justice, c'est pas la justice, c'est l'enseignement, c'est la télévision, et c'est une grande leçon sur le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Et là-dessus, Madrid a perdu, donc je ne sais pas ce qui se passera pour les élections, mais il y a une vraie bataille des esprits qui est en cours. De toute façon, je ne suis pas sûr qu'en 2 mois, ils aient le temps de changer ce qui se passe dans les écoles catalanes, mais ça devient un vrai sujet. Ziad, alors il y a effectivement ces élections le 21 décembre prochain, et Carles Puigdemont a dit il y a quelques instants à nos confrères belges qu'il voulait se présenter. C'est le dernier rebondissement. S'il est accusé de sédition et de trahison et qu'il est en prison, il va avoir du mal à se présenter. C'est là que on peut mener campagne depuis une oui, mais un symbole, pas après. Non, mais pas après être allé à Bruxelles. Non, moi je pense qu'il y a quand même. On disait tout à l'heure que la justice espagnole applique ces textes, mais ça ne veut pas dire que cette justice, elle est absolument géniale, démocratique, parfaite. Elle est elle-même travaillée peut-être par un nationalisme espagnol, je veux dire, qui s'exprime. Elle n'a pas, sur un certain nombre de scandales de corruption qui marquent l'Espagne depuis des années, on voit bien quand même que c'est une démocratie fragile avec des trous partout et que le pouvoir de l'argent est très puissant. La justice espagnole n'a pas d'autre choix que d'appliquer sa constitution. Oui, mais toutes les décisions qui ont été prises étaient parfaitement logiques. Ils ont été incarcérés ou non. C'est-à-dire, vous pouviez les inculper, ces leaders, ils sont pas condamnés à 50 ans de prison dans une île de Seine non plus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un mouvement, ce qui était malin, habile de dire reprise en main, article 155, élection au 21 décembre.
il y avait quelque chose qui partait. Et puis d'un seul coup, on est revenu à la case départ. Et en gros, même des élections peuvent être contre-productives s'il n'y a pas les leaders. Parce que ça devait être l'issue politique. Non, mais si les leaders indépendantistes ne peuvent pas se présenter ou qui sont incarcérés ou qui sont mis en examen, etc., et qu'il y a des élections qui soient faites au rabais, on aura un Parlement qui aura été plus ou moins élu au rabais. Et surtout si, avec l'aura d'être des prisonniers, les indépendantistes regagnent les élections du 21 décembre. Et là, on se retrouve à la case départ, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Au point que maintenant, Madrid évoque la possibilité d'un référendum, mais qui sera un référendum dans tout le pays. Et qui demande une modification de la Constitution, me semble-t-il. Laure Simoès, quels sont les dessins qui illustrent ces tout derniers rebondissements de la crise catalane? Ce qui fera d'ailleurs dire aux indépendantistes catalans, c'est QFD, voilà pourquoi nous en sommes arrivés ici, c'est parce qu'on essaie de voter depuis tant d'années et qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est face à un mur et qu'on a été obligé d'en arriver là. C'est un petit peu ça, et alors il faut dire que si c'était pas dramatique, ce feuilleton catalan donne lieu à des dessins absolument croustillants. On a ce dessin d'El Chico Triste, qui est un dessinateur catalan pour justement la télévision catalane, qui montre le bureau de Puigdemont à la Generalitat de Catalogne. Il a laissé un petit mot avant de partir. Je suis allé acheter des cigarettes. Et c'est pour dire que ce type de dessin passe quand même sur la télévision catalane, mine de rien. Un autre dessin de Rodriguez, dessinateur mexicain, aussi très drôle. Quand une porte se ferme, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Puis alors on voit Rajoy là, qui est ici un petit peu en Sherlock Holmes, qui brandit l'article 155 et qui est prêt à aller mener l'enquête et qui s'étonne de voir effectivement Puigdemont qui tente de filer à l'anglaise. On pourrait dire maintenant filer à la catalane, bien sûr. Et puis nous voilà à Bruxelles. On voit effectivement dans ce dessin de Uri Fink, dessinateur israélien, la police espagnole qui cherche partout, mais Puigdemont semble avoir un talent de dissimulation très, très important et très performant. Et puis un autre dessin aussi excellent de Gargalo, dessinateur portugais. Voilà, il se cache jusque dans un tableau de Magritte. Il aurait même pu se passer de mettre le petit drapeau en cravate, rien qu'avec les lunettes et puis les cheveux, on aurait reconnu évidemment la silhouette de Puigdemont. Et puis évidemment, on est à Bruxelles, on se régale avec ces petits chocolats belges qu'on goûte délicieusement. Et puis on se rend compte que il y a un petit Puigdemont dans la boîte de chocolat. Et puis, dessin de Vado, excellent dessin de Vado pour l'Écho, un exilé qui, on le disait, secoue la Belgique, et puis secoue aussi Charles Michel, qui commence à trouver son hôte un peu trop encombrant. Salut Charles, on mange quoi ce soir? Dit Puigdemont, vautré sur son canapé. Alors, tout est là, le maillot du Barça, le petit caleçon à pois, les frites, bien sûr, Bruxelles, l'atomium, et puis, évidemment, il faut sécher le linge, le petit pinard, il est vraiment très bien. Le mandat d'arrêt européen, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il est sous la Constitution espagnole, qui sert de le remake de Viens, j'habite chez moi, chez une copine. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Je vais y arriver. Et puis le petit détail aussi du paillasson, Home Sweet Home, c'est assez cocasse. Et puis pour finir, ce dessin de Chapat, dessinateur suisse pour Le Temps, il a raison, Chapat, il faut voir le bon côté de cette crise sans précédent. Le Brexit ne paraît plus aussi grave, effectivement, quand on voit le bordel, comme on le disait tout à l'heure, qui se passe en ce moment en Catalogne. Non, c'était le bordel, c'était peut-être pour Trump. Enfin, c'était pour Trump, j'en sais pas. C'est la logique et le bordel. Il nous reste peu de temps, mais peut-être que pour conclure justement sur cette espèce de logique indépendantiste en Europe, avec, on a vu ces manifestations de solidarité de la part des indépendantistes flamands auprès des Catalans, on a vu également des indépendantistes corses. C'est vrai que c'est quelque chose qui était très frappant en Europe, Jean-Sébastien Ferjou. Mais curieusement, personne ne s'intéresse aux indépendantistes de l'Ukraine de l'Est parce qu'ils sont pro-russes, donc on a aussi des goûts et des couleurs en matière... Non mais voilà, précisément parce que tous ces dessins-là, ils montrent bien ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi une guerre des cœurs et une guerre des idées, et que la démocratie, elle est compliquée, et que c'est facile pour Carles Puigdemont de dire qu'il y a un déni de démocratie le concernant. En l'espèce, c'est quand même lui qui n'a pas respecté le droit. Donc tous ces dessins sont effectivement très drôles, mais on peut penser qu'ils sont aussi malvenus. Ziad. Non mais malvenu.
Non, mais malvenu au sens de dire c'est lui qui bénéficie de la prime à la coolitude et incontestablement Madrid a mal géré, notamment pendant la manifestation le jour du référendum, en laissant voir des images de violence qui étaient, quand on y pense, relativement limitées. Mais quand même. Tant que les processus permettent de s'exprimer dans un cadre que tout le monde reconnaît, il y a eu des consultations, on en a parlé, l'Écosse il y a quelques années, l'Italie il y a quelques semaines. Je veux dire, on ne pourra jamais empêcher que l'Europe soit pas cette espèce de truc monolithique, on ne pourra jamais empêcher que les identités locales s'affirment de plus en plus dans un monde où le côté global devient presque effrayant, on n'a plus aucune prise sur rien, c'est les grands échanges internationaux, nous on est perdus, donc on se raccroche quand même à des choses, mais il faut respecter des règles du jeu qui sont acceptées, et quand les gens parlent en disant le droit des peuples, oui, mais le droit des peuples ne peut fonctionner que dans un cadre qui est admis par tout le monde, sinon, pour ne pas reprendre pour la 3e fois un mot qui commence par un B, sinon on en arrive là. Merci beaucoup Ziad Liman, Laure Simoes, Marc Semo et Jean-Sébastien Ferjou. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.